se charge au niveau d'une économie, d'une activité économique, donc soit la production, soit la consommation, soit la répartition, etc. Nous avons commencé par les entreprises, nous avons défini l'entreprise, nous avons défini le rôle de l'entreprise, etc. Donc, la classification des entreprises selon les critères, les objectifs de l'entreprise, etc. Aujourd'hui, nous allons passer à d'autres agents économiques. Nous allons commencer par les administrations publiques. Donc, nous allons voir les administrations publiques, l'État, donc quel est son rôle au niveau de l'économie, comment définir donc les administrations publiques au niveau de l'économie marocaine, donc un chauffeur في البلاد ديالنا, quelle est l'organisation du secteur public. Donc lorsqu'on parle du secteur public, ce sont toutes les administrations et les entreprises publiques. Ça veut dire les organisations gérées ou financées par l'État, donc par le secteur public le secteur public marocain. Donc on distingue, donc on a ici administration publique, d'accord, et on va voir, voilà, les établissements publics. Donc nous allons voir deux types de structures, deux types d'organisations du secteur public. Donc, on va commencer par les administrations publiques, d'accord? Et puis, nous allons voir les établissements publics. Alors, lorsqu'on parle d'administration publique, donc pour être plus simple, très simple et très clair, donc les administrations publiques, comme les ministères, etc., qui s'occupent des services collectifs non marchands, d'accord? Donc, lorsqu'on parle ici des administrations publiques, ce sont des unités institutionnelles, d'accord, dont la fonction principale, le rôle d'Yalhom, produire des biens et des services non marchands. C'est le cas par exemple, du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation, وزارة الصحة, وزارة الداخلية, ce sont des administrations publiques, إدارات عمومية. Pourquoi? Parce que ce sont des unités institutionnelles qui s'occupent de la production de biens et services non marchands. Ça veut dire sans chercher la lucrativité, sans but lucratif. D'accord? Alors, puisqu'ils produisent des biens et des services non marchands, on va se poser la question d'où vient l'argent, d'accord, pour financer les activités de ces administrations publiques. Bien sûr, ici, regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les ressources principales, ce sont les contributions obligatoires. Ça veut dire qu'ils sont financés par les impôts, tout simplement, d'accord? Ça veut dire les administrations publiques, l'ouizarat, etc., ils s'occupent, d'accord, du service public, ça veut dire produire des biens et des services à but non lucratif, ça veut dire non marchand, ça veut dire que je ne paye pas lorsque je m'inscris, par exemple, normalement, je ne paye pas des mensualités de scolarité lorsque j'étudie à la fac, lorsque j'étudie à l'école, au lycée, etc. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on parle d'administration publique, c'est le critère de non-lucrativité. Ça veut dire l'aspect non marchand des biens et des services produits. Nous allons voir l'autre type des structures, le secteur public, les établissements publics. Nous allons voir que même le public, on peut produire des biens et des services marchands. Ça veut dire on peut vendre aux consommateurs des biens donc avec bénéfice, ça veut dire avec une marge. Et c'est bien, il est aussi proposé par le secteur public. Donc là, je vais utiliser mon tableau Excel donc pour schématiser un petit peu, pour vous aider à comprendre. Donc regardez ici. Donc voilà. Donc ici, en général, le secteur public. Alors, le secteur public, nous avons distingué deux types de structures. Donc, l'administration publique, et on va voir qu'il y a le nom
le deuxième type de structure. Mais là, on a droit à l'établissement public. Alors, normalement, alors regardez, l'administration publique, parce qu'on a ce type de structure, il propose, ça veut dire produire, le critère de l'administration publique et l'établissement public, c'est produire des biens et services non marchands. Non marchand, ça veut dire sans but lucratif, ça veut dire bidoun hedef ribhiya. Nous allons voir au niveau des établissements publics que le but ici peut être et lucratif, mais peut être lucratif et lucratif. Par exemple, parce qu'on a droit à l'OCP, quand on va parler de l'ONCF, l'ARAM, il propose des biens et des services marchands. Ça veut dire que les clients payent et le coût et la marge à ces établissements. Donc, lorsqu'on parle ici d'administration publique, il faut retenir deux choses. Ils produisent des biens et des services non marchands et ils sont financés, financés à des administrations par les contributions obligatoires. Alors, les contributions obligatoires, tout simplement. Donc, on va mettre impôt. D'accord? Donc, s'il vous plaît, par rapport à l'administration publique, qu'est-ce qu'elle signifie? Vous avez compris? Oui, monsieur. D'accord? Oui, monsieur. Excellent. Oui. Donc, alors, administration publique. Alors, exemple, donc pour comprendre, on va mettre ici exemple, les ministères, par exemple. L'exemple le plus répandu, les ministères le ministère de l'éducation, par exemple, intérieur, donc la police, etc. Donc, je ne paye pas. Donc, normalement, ici, voilà, ici, il propose un service non marchand. C'est pour cela qu'on a droit à la administration publique. Alors, par la suite, nous allons passer aux établissements publics. Alors, regardez ici. Donc, avant, je pense maintenant, voilà, les administrations publiques, le secteur institutionnel, qui est ce qu'on appelle l'administration locale, ou qui est les administrations centrales, les administrations locales, ou qui est les administrations de sécurité sociale. Juste ici, à titre d'exemple. Les administrations centrales, par exemple, ce sont les administrations centrales, les markaziya. Et bien sûr, qui est d'accord, les délégations, d'accord, qui sont au niveau local, qui sont là qu'on trouve au niveau des villes, par exemple, une délégation à Casablanca, une délégation une délégation à Marrakech, par exemple, Meknès, Fès, etc. Donc, lorsqu'on parle d'administration centrale, ce sont les ministères qui se situent au niveau de la capitale Rabat, d'accord? Et les administrations locales, c'est au niveau des autres villes. Et il y a les administrations de sécurité sociale, comme la CNSS, d'accord? La CNSS, c'est la Caisse nationale de la sécurité sociale, d'accord? Il y a les catégories des entreprises, des salariés, des contributions, des cotisations, d'accord? Et ces cotisations-là, elles financent par la suite la prestation sociale des cliniques, etc. Donc, c'est pour cela qu'au niveau des administrations publiques, on fait la distinction entre l'administration centrale, administration locale et administration de sécurité sociale. Alors, deuxième type d'organisation du secteur public, il y a ce qu'on appelle les établissements et les entreprises publiques. Donc, il y a établissements et entreprises. Donc, l'établissement, entreprise publique. Alors, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on parle d'établissement et services publics, donc l'axe et les administrations publiques,
Alors, on a produire des biens et des services non marchands. Ici, on parle de biens et des services marchands. Ça veut dire ici, c'est comme un producteur, d'accord? C'est comme les autres entreprises, d'accord? Ils produisent des biens et des services marchands. Et bien sûr, ici, ils sont financés et un double financement. Et le financement des impôts, ils ont une partie de l'impôt, mais principalement, ils sont financés par les clients. Donc, financés, on va mettre ici, les établissements sont financés par les recettes des clients. Donc, normalement, en plus, donc plus, je vais mettre ici plus parce qu'il y a plusieurs sources de financement. Donc, il y a plus donc financé par les recettes des clients. Ça veut dire qu'il y a des organisations, les entreprises. Nous allons voir quelle est la différence entre établissement public et entreprise publique. Mais ce que je vous demande ici de retenir, c'est que lorsqu'on parle d'établissement, les EEP, ça veut dire établissement et entreprise publique, il faut garder dans la tête qu'il s'agit d'organisations à but lucratif. Donc ici, on parle de but lucratif. Lorsqu'on parle d'administration publique, on parle de but non lucratif. Donc, on a ici deux types d'établissements et entreprises publiques. On a l'établissement, donc ici, regardez, le libellé, on a établissement et entreprise publique. Ça veut dire ici, il y a une différence entre établissement public et entreprise publique. Donc, établissement public, c'est un établissement qui relève du droit public. Ça veut dire le canon l'AM. D'accord? Donc, pour vous dire, au niveau, au niveau du droit, il faut faire la différence entre le canon l'AM ou le canon khas, droit public et droit privé. D'accord? Droit public, c'est l'ensemble des lois qui organisent le fonctionnement du secteur public. D'accord? Qui fait les fonctionnaires du secteur public, comment effectuer un achat, par exemple, si on veut acheter, si par exemple un établissement, une organisation au niveau du secteur public décide d'acheter par exemple une machine, qui a une procédure. Donc ici, lorsqu'on parle d'établissement public, le canon l'AM, elle obéit au même droit, d'accord, que les administrations publiques. En termes de qawanin musayyira, les établissements publics, ce sont les mêmes lois qui organisent donc les administrations publiques. يعني قانون خاص le secteur public. Alors, regardez ici, établissement public, il s'agit de personnes morales de droit public. D'accord? Alors, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Alors, regardez, je vais vous expliquer. Donc, ici, lorsqu'on parle d'établissement public, alors là, on va distinguer deux types de type EEP. On a l'établissement public et on a, voilà, on a l'entreprise publique. C'est le cas. Donc, une entreprise publique. Donc, lorsqu'on parle d'établissement public, donc, il obéit, donc, il est régi par le droit public. L'ensemble des qawanin qui gouvernent, qui organisent le secteur public au Maroc. Donc, droit public. Donc, en plus, on a ce qu'on appelle l'autonomie financière, tout d'abord, financière, et de décision. Donc, l'autonomie financière et de décision, ça veut dire ici, les établissements publics, oui, ça veut dire qu'ils appartiennent au secteur public, mais au niveau de l'établissement, ils prennent leurs propres décisions, ils prennent leurs propres décisions financières, d'accord, et les décisions de gestion.
Alors, pour comprendre l'aspect, le point des établissements publics, donc, je vous donnerai un exemple. Alors, regardez, la différence entre, donc, le point commun entre l'administration publique et l'établissement public, c'est que Bjouj, il appartient au droit public. Pardon? Donc, au droit public. Mais la différence entre l'administration publique et l'établissement public, c'est que l'administration publique, elle n'a pas d'autonomie financière et de décision. Dans un quartier, par exemple. Alors, si on a besoin, par exemple, de tables, si on a besoin de tables, par exemple, les étudiants, alors le moudir, par exemple, n'a pas le pouvoir d'acheter, donc de décider de l'achat de ces tables. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit écrire la délégation, et la délégation, le ministère, et la décision, elle vient, ou le ministère, par exemple, le ministère de l'Éducation, elle prend l'argent du ministère des Finances, ça veut dire qu'elle n'a pas, que ces administrations-là n'ont pas d'autonomie, ne sont pas dotés d'une autonomie financière. ما يقدروش يقرروا يشريوا أو يبيعوا أو يrecruter, par exemple, s'ils ont besoin de personnel. Par exemple, cette école, c'est a besoin d'instituteurs. Par exemple, mais يقدرش المدير, par exemple, ياخذ les CV et recruter, par exemple, un instituteur, d'accord, pour cette école. Donc, c'est pour cela que l'administration publique n'a l'autonomie financière et de décision, mais lorsqu'on parle des établissements publics, elles ont une autonomie financière et de décision. Alors, باش نديروا الفرق ما بين administration publique ou établissement public, هضرنا بأن على l'établissement public, il propose des produits et des services marchands. Ça veut dire qu'il est un producteur et il fabrique des produits et des services marchands. Alors, on a comme un exemple. Donc, ici, voilà, je mets ici avec le gras. Voilà. Donc, comme les offices, on a comme un exemple très simple. Les offices. Comme l'Office national des chemins de fer. D'accord? Office national des chemins de fer, et le Mexique Ouattani, c'est quelque chose. Alors, cet office, c'est un établissement public. Pourquoi? Parce que au niveau du recrutement, au niveau de HADA, il est autonome, d'accord? Il a de l'autonomie financière, et il est régi par le droit public. Ça veut dire au niveau des achats, au niveau des projets dialogue, etc. Par exemple, le droit public, l'organisme, il est obligé, s'il veut effectuer un achat, il est obligé de suivre une procédure qui vient du droit public. Il y a le droit qui s'applique aux autres entreprises. Donc, office, donc tous les offices, donc office national des chemins de fer, Office national des aéroports, l'ONEP, l'ONE, par exemple, l'Office national de l'électricité, etc. Donc, ils s'appellent des établissements publics. Et public, pourquoi? Toujours le secteur public à la public, parce qu'il est financé par l'État. Ça veut dire la participation, ça veut dire il appartient à l'État. Le capital de cet établissement public, il appartient à l'État. D'accord? Donc, une autonomie financière de décision et office. C'est ce que vous avez ici dans votre cours. Donc, établissement public doté de la personnalité juridique et autonomie financière, établissement public par leur texte de création, ça veut dire au niveau du texte, au niveau du droit public. Maintenant, des organisations, d'accord, qui mettent le droit public, mais le droit privé. Donc, c'est ce qu'on appelle les entreprises publiques. Donc, le farq entre un établissement public ou une entreprise publique, c'est que l'établissement public, quand il obéit au droit public, le droit public, et les entreprises publiques, d'accord, ils suivent le droit privé. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le droit privé? C'est comme n'importe quelle entreprise. D'accord? Donc, quand on parle d'entreprise publique,
c'est une entreprise qui est gouvernée par le même droit, d'accord, qui gouverne les autres entreprises privées. يعني بحال الشركات اللي كيصاوبوهم اللي مملوكين من طرف الاشخاص من طرف الناس, d'accord. Donc c'est pour cela qu'on parle d'entreprise publique. Alors حتى هي عندها une autonomie financière et de décision. En fait, cette autonomie financière et de décision, نديروها هنا ici, d'accord, parce que tous les établissements et entreprises publiques sont autonomes financièrement et en termes de gestion. Et ici, باش نكملوا ici, donc autonomie financière et de décision, هنا غادي نقولوا absence d'autonomie financière et de décision, d'accord. Donc ici, voilà, autonomie financière et de décision. On a comme l'exemple, par exemple, la RAM, مثلا الشركة الخطوط الملكية المغربية, d'accord. La RAM, c'est une entreprise, ça veut dire elle obéit au droit privé, d'accord. Et elle est dotée d'une autonomie financière. Alors regardez, comme l'exception le libellé de l'organisme. Par exemple, l'OCP, le Maktab al-Sharif lil-Phosphate. Alors l'OCP, au début, il était un établissement public. Ça veut dire qu'il a le droit public. Alors il y a quelques années, où là, ce qu'on appelle OCP SA. Alors regardez, je vais ajouter ici. Donc, OCP SA. Alors, l'OCP, mais SA, ça veut dire société anonyme. Alors, quand est-ce qu'on passe de l'établissement public à l'entreprise publique, du droit public au droit privé, l'organisation peut être possédée à la fois par le public et par le privé, d'accord. Donc c'est pour cela, une fois qu'il trouve le privé, ça veut dire une fois qu'il trouve un associé privé, on commence à parler d'une entreprise publique, d'accord. Établissement public, c'est à 100%, donc ici, hein, bien, donc ici on va ajouter un autre critère. Donc au fur et à mesure on ajoute des critères, donc regardez, l'établissement public, il est financé, regardez, financé, dirigé, là on va mettre ici, ou la financé 100% par l'État. Alors on va même mettre ici capital 100% par l'État. Mais ici, au niveau de l'entreprise publique, on va mettre ici capital majoritairement donc en majorité, donc par l'État. Donc on va mettre ici l'État. S'il vous plaît, des questions dans ce sens? Vous êtes là? Monsieur, Oui, oui, monsieur. monsieur. Oui, dites-moi. فاك واخا تقبل شي واحد يبغاو يدخلوا من قبيله ما اكسبتيتي. Déjà fait, Anna, c'est ce que je fais maintenant. D'accord. Oui, alors dites-moi, vous avez compris ce que monsieur. je vous ai C'est expliqué? clair. Des questions? Monsieur. Donc, Monsieur, oui, واخا تعاودي نعرفك les entreprises publiques. ok. Donc, très bien. Donc, même pour les personnes qui ne peuvent pas, par exemple, donc la possibilité d'activer le micro, je vais considérer que عاود نشرح la totalité de tout ce que je viens d'expliquer. Alors, normalement, regardez, lorsqu'on parle de secteur public, كنفرقوا ما بين administration publique et établissement public. الفرق ما بين administration publique et établissement public, c'est le caractère marchand ou non marchand des biens et services produits. Ça veut dire واش كنتجو بهدف الربح أو بدون هدف ديال الربح. Alors, lorsqu'on produit les biens et les services, par exemple, collectifs, pour un but non lucratif, ça veut dire بدون استهداف الربح, نهضروا على une administration publique. Ces administrations publiques, elles sont financées par les impôts, contributions obligatoires,
ils n'ont pas l'autonomie financière et de décision, ils ne peuvent pas décider بوحدهم, recruter بوحدهم. Il y a par exemple les concours, les postes, les pour le recrutement. Tout d'abord, qui ont des postes budgétaires, en concertation avec le ministère des Finances, où il y a le flous pour recruter ces fonctionnaires-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autonomie financière. En termes c'est le caractère non marchand, lorsqu'on parle de l'administration publique. Tout d'abord, le caractère non marchand, financés par les impôts et ils ne sont pas dotés d'une autonomie financière de décision. Non, lorsqu'on parle d'établissement public, c'est le contraire. Donc, ils produisent des biens et des services marchands, d'accord? Et ils ont une autonomie financière, ils sont dotés d'une autonomie financière et de décision. Ça veut dire donc استقلالية مالية واستقلالية في القرار. Alors maintenant, ça, c'est la différence entre l'administration publique et l'établissement public. Maintenant, la différence entre établissement public, établissement et entreprise publique, il y a l'établissement public et l'entreprise publique. Très bien. Alors, quel est le critère pour faire la différence entre établissement public et entreprise publique? La structure du capital. Regardez la dernière diapositive, l'avant-dernière diapositive. Selon la structure du capital, ça veut dire que le mail de ces organisations-là, il est détenu par qui? Il y a des gens qui s'aiment le mail des entreprises. Alors, regardez, si c'est l'État qui détient le 100% du capital et en même temps, l'organisation en question est gouvernée par le droit public, on l'appelle établissement public. Maintenant, si son capital, il est, alors bien sûr, majoritairement détenu par l'État, mais il est partagé avec un petit peu avec le privé. Ça veut dire, et c'est pour cela qu'on parle d'entreprise publique. Ça ne veut pas dire établissement, mais on parle d'entreprise publique. C'est le cas, par exemple, qui me dit la RAM, OCP, etc. En majorité, mais à 100%, en majorité, ça veut dire que الدولة هي اللي كتمتلك الحصة الأكبر في le capital ديال هاد الشركات العمومية. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Pas de questions? Bon, pour tout le monde? Non. D'accord. Très bien. Donc, d'abord, on va passer, donc voilà, entreprise publique, voilà. Alors, regardez maintenant, au Maroc, ici, je ne vous parle pas en général, d'accord? Le Maroc, on parle du Maroc, qui est l'organisation du secteur public au Maroc. Regardez ici. Alors, au Maroc, on a une statistique du ministère des Finances, d'accord? Alors, on a 253 EEP, d'accord? Ça veut dire qu'on a 200, qui est 253, il a Houdoud 2017. Nous avions 253 établissements et entreprises publiques, répartis comme suit, d'accord? Alors, 210 établissements publics, d'accord? Les agences, offices, écoles, qui même les écoles, d'accord? Les écoles, ce sont les écoles les écoles, ils ont une autonomie financière. Il y a une école FNCNES, il y a le FILAHA, il y a par exemple l'ISCAE, etc. Donc, ce sont des établissements publics. Il n'y a pas que les offices, ok, école, caisse, etc., CDG, qui est une CDG, d'accord? Caisse de dépôt et de gestion, etc. Et 43 entreprises publiques. Alors, regardez, à participation directe du Trésor, ça veut dire participation directe de l'État. Il y a une FLOS, DOLA. Alors, regardez, dominé majoritairement. Ça veut dire fêtine les 50%, les 51% et plus. Alors,
par des sociétés ayant un poids économique important. Ça veut dire pourquoi علاش الدولة كتبقى شادة شوية هاد les entreprises publiques lorsque les entreprises publiques ont donc un poids économique important. Le phosphate au Maghreb, il est très important. C'est une source de recettes financières pour le Maroc. C'est pour cela que الدولة كتحرص أنها تكون une participation majoritaire فيهم. Les autoroutes du Maroc, les autoroutes, la société, société des autoroutes du Maroc, il y a le طرق السيارة بالمغرب, et il y a بريد المغرب, par exemple, بريد بنك, par exemple, بريد بنك تسمعوا بريد بنك اللي ولا بريد المغرب اللي ولا بريد بنك. Donc c'est une banque اللي فيها la participation majoritaire de l'État. Donc il faut retenir la différence, donc il y a par exemple ce qui est essentiel, la différence entre administration publique et établissement public et EEP, d'accord? Et au niveau des EEP, il faut faire la différence entre établissement public et entreprise publique à travers les critères les هضرنا. Alors maintenant, on va voir, donc je finis la description du secteur public, l'organisation, la structure du secteur public au Maroc. Nous allons voir en général quel est le rôle du secteur public. Ça veut dire au niveau d'une économie, même pourquoi déjà on aborde ce sujet-là, c'est pour voir quelle est la place de chaque agent économique au niveau de l'économie. Ça veut dire pour l'économie, quelle est la place de chaque agent économique. Nous qui dire l'économie, est-ce qu'il produit, répartit, consomme, etc. D'accord? Donc, nous faisons tout d'abord, l'État, elle consomme. Elle consomme, elle produit. Ça veut dire qu'elle peut produire des biens et des services marchands et des biens et des services non marchands. Donc, nous allons voir quel est l'objectif de l'intervention de l'État dans l'économie. D'accord? Alors, tout d'abord, le secteur public cherche à assurer le plein emploi. Ça veut dire cherche à éviter le chômage. Ça veut dire l'objectif principal, même les objectifs d'IALO, c'est que il offre الفرص الشغل, par exemple, pour les citoyens, La stabilité des prix, ça veut dire lorsqu'on parle d'éviter l'inflation. L'inflation, c'est ne pas, par exemple, c'est le fait de qu'on a une correspondance entre la masse monétaire ou bien les produits et services en circulation. Ça veut dire ici, lorsqu'on parle de stabilité des prix, les prix ne connaissent trop variables. Ça veut dire une fluctuation des prix. Pour un bien et service donné, par exemple pour le khobz, pour par exemple les fruits, les légumes, par exemple pour le sucre, etc. L'État doit veiller à ce que, par exemple, les prix sont des biens et des services de première nécessité ont une certaine stabilité. ما يتزادوش الاثمنه بواحد الشكل اللي هو خطير, بواحد الشكل اللي هو exagéré, مبالغ فيه. D'accord? Donc ça c'est pour donc combattre le chômage, combattre l'augmentation des prix et assurer une certaine croissance économique. Ça veut dire que l'État veille à la réalisation en permanence d'une certaine croissance économique. Ça veut dire la production du pays mesurée par le PIB, toujours elle doit être en suivant une tendance vers la croissance. Ça veut dire le PIB ديال 2019, le PIB ديال 2020 doit être supérieur au PIB de 2019, le PIB de 2019 doit être supérieur au PIB de 2018, ça veut dire la production nationale, ça veut dire la production des entreprises au niveau d'un pays, l'État cherche déjà à réaliser toujours une certaine croissance économique, c'est l'augmentation de la production d'une année à l'autre. Le dernier rôle, par exemple, le dernier objectif principal de l'intervention publique, c'est l'équilibre extérieur. Ça veut dire, lorsqu'on parle d'équilibre extérieur, ça veut dire الميزانية خارجية. Ça veut dire ميزان تجاري. ميزان تجاري, ça veut dire الفرق ما بين الصادرات والواردات. D'accord? Alors, normalement, باش يكون عندنا équilibre, داكشي qu'on exporte doit être égal
à ce qu'on importe. Ça veut dire l'ouaridat, ils doivent être égales aux exportations صادرات. Alors sinon, qui connaît un déficit budgétaire, ce qu'on appelle déficit au niveau de la balance des paiements. D'accord? Le pays le plus performant ou le pays qui connaît un excédent. يعني فائض في الميزانية، فائض في الميزان par rapport للصادرات والواردات. Le pays qui est très fort, c'est le pays qui réalise plus d'exportation que d'importation. يعني كيصدر يعني كيبيع l'étranger أكثر من ما كيشري. Voilà. C'est bon pour les objectifs de l'intervention publique? Question? Bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, Radim Douzo, donc je fais les objectifs. On va voir les moyens. Donc, on a l'EHDF, d'accord? EHDF, ça veut dire qu'est-ce qu'on cherche? Donc, au niveau, donc le secteur public, je nous le EHDF dialogue. Je la mission dialogue au niveau d'une économie. On a le chômage, c'est les prix, mais d'une façon exagérée. Il y a la tendance normale. Une croissance économique, ça veut dire c'est ça. Et il y a un équilibre extérieur. يعني في علاقتنا بالخارج يكون un équilibre. يعني au moins يكونوا الصادرات égales à الواردات. Maintenant, كيفاش? On va voir comment, quels sont les instruments, les moyens اللي كتستعملهم الدولة pour assurer ou là pour parvenir à atteindre ces objectifs-là. Donc, regardez ici, nous avons ici deux choses, la politique monétaire, la politique budgétaire. D'accord? Le dernier courant de pensée économique, Keynes, il dit que l'État a un rôle au niveau de la croissance économique. Il a un rôle important, il doit jouer un rôle au niveau du paramétrage, au niveau du sauvetage de l'économie. Ça veut dire si l'économie présente un certain déséquilibre, c'est à l'État d'intervenir pour résoudre les problèmes au niveau de cette économie. Donc, quels sont les moyens, d'accord, employés pour atteindre ces objectifs? Tout d'abord, la masse monétaire. Donc, imaginez 15, la monnaie, si on augmente la masse monétaire, le taux d'intérêt diminue. Et puis, si le taux d'intérêt diminue, les investisseurs seront plus motivés à réaliser des investissements. Donc, au niveau de la monnaie, d'accord, ça c'est un moyen très efficace pour intervenir au niveau d'une économie d'un pays donné. Et il y a la politique budgétaire, d'accord? La politique budgétaire, c'est par rapport aux dépenses et recettes de l'État. Et l'État, كتبدا كتحكم في les dépenses ديالها et في les recettes. Et là aussi, كنا شفنا نقدر كاع نرجعكم le schéma اللي كنا شفنا avec 15. Regardez, donc نرجع le schéma. Donc c'est un peu loin. Voilà. Pardon. Voilà. Donc je reviens le cours اللي كنا شفنا. Alors regardez. Alors la politique monétaire, regardez, toujours faites le schéma de 15. La politique monétaire, 15 qu'est-ce qu'il a dit? Si vous imprimez beaucoup d'argent, ça veut dire si vous imprimez l'argent, ça veut dire il y aura une masse monétaire à offrir aux investisseurs, le taux d'intérêt va baisser, ça veut dire et l'investissement va croître, ça veut dire la propension à investir sera de plus en plus élevée. Ça veut dire l'État, il a tabac le flou, l'intérêt, le taux d'intérêt, ça veut dire que l'abnak a le flou, mais il faut par exemple les entreprises, et ces entreprises seront capables d'investir. D'accord? Et il y a aussi la politique budgétaire, les dépenses et les recettes de l'État. Alors, comment paramétrer le point le budget de l'État? Alors, au niveau des dépenses, si l'État investit, d'accord, ça veut dire si l'État
consomme, ça veut dire elle lance des projets, etc. Si l'État augmente ses dépenses, ça veut dire qu'elle va encourager les investisseurs à travailler à des entreprises pour qu'ils puissent assurer une certaine production pour elles, etc. Donc, une fois on augmente les dépenses, on augmente le niveau de production. L'effet multiplicateur, ça veut dire plus l'État dépense, plus il y aura une augmentation de la production au niveau d'un pays donné. D'accord? Alors, il y a les dépenses, il y a les recettes. Alors, au niveau des recettes, c'est daraïb. D'accord? Donc, l'État, si elle veut, par exemple, augmenter le revenu, par exemple, le revenu des ménages, par exemple, les revenus des INS, elle peut diminuer le taux d'impôt. Par exemple, le TVA, etc. Alors, si elle adopte une politique de baisse de recettes, par exemple, de recettes fiscales, elle peut, par exemple, aider les ménages à consommer plus, par exemple. Donc, ici, on a deux politiques. On a la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc, le cours donc, la politique monétaire sur les variables économiques au moyen de la quantité de la monnaie en circulation et des taux d'intérêt. Voilà. Donc, soit on bzef la monnaie et par conséquent, on influence sur le taux d'intérêt, ça veut dire le coût du capital emprunté, soit à travers la politique budgétaire. Bien sûr, ici, on parle de dépenses et recettes. Alors ici, on a juge ديال التوجهات. Donc ici, vous devez donc vous concentrer sur ce point-là. Donc l'État elle-même, soit une politique de relance, ça veut dire une politique de relance de l'économie, de redémarrage de l'économie, ça veut dire si elle veut promouvoir, d'accord, l'économie, lorsqu'elle décide de développer l'économie, dit que ça, au niveau de la politique monétaire, d'accord, on va imprimer plus de monnaie, le taux d'intérêt sera plus réduit, d'accord, et au niveau de la politique budgétaire, on augmente les dépenses et on baisse la fiscalité. Ça veut dire, si on veut encourager l'économie, au niveau de la politique budgétaire, on imprime plus de monnaie. Au niveau de la politique budgétaire, on va dépenser plus pour encourager les producteurs et on va baisser la fiscalité pour augmenter les revenus des ménages. C'est la politique de relance, ça veut dire qu'il a besoin de développer l'économie, ou une économie de plus en plus développée. Par contre, il y a ce qu'on appelle la politique d'austérité, austérité. Alors la politique d'austérité, il y a l'axe, يعني فاش ما كيكونوش les moyens بالنسبة لأن état donné, كيكون un problème au niveau de l'économie, l'État ما عندهاش des ressources, etc. Alors qu'est-ce qu'elle fait? هي كتبدا تنقص, d'accord, elle réduit, d'accord. C'est comme si elle adapte l'économie à la situation. D'accord? Par exemple, comme un exemple, par exemple, la crise de Covid-19, voilà, l'État a décidé, par exemple, au niveau du recrutement, de baisser par exemple, ou de supprimer des postes, etc., etc. Ça veut dire, une fois que tu prends, par exemple, une crise où l'État, elle n'a pas beaucoup de ressources, elle fait soit, regardez, le contraire de la politique de relance. La politique monétaire peut se traduire par une hausse de taux d'intérêt. Elle peut même ramasser l'argent, ramasser la masse monétaire. Ça veut dire, au lieu انها تعطي الناس, تعطي الشركات ولا الناس الفلوس يتسلفوا باش ينتجوا, كتولي هي elle augmente le taux d'intérêt pour ramasser l'argent. D'accord? Pourquoi? Parce que il n'y a pas de biens et de services à produire. باش نشريوهم بهاد la masse monétaire. Ça veut dire, فاش كيكون une certaine crise, il n'y a pas de production, il y a un niveau très faible au niveau de la production. Donc, c'est pour cela qu'on augmente le taux d'intérêt pour diminuer l'investissement parce qu'il n'y a pas de production. Et au niveau de la politique budgétaire, regardez, une baisse des dépenses.
D'accord? On recrute moins, l'État recrute moins, par exemple. Et au niveau des recettes publiques, pardon, elle augmente la fiscalité, c'est-à-dire qu'elle تاخد ضرائب أكتر. D'accord? Et généralement, au niveau de cette politique d'austérité, c'est toujours quand un pays donné est en situation de crise. Parce qu'il y a un grand problème au niveau de l'économie, chez crise sanitaire, ou une guerre, par exemple, etc. Donc, l'État, elle a besoin d'argent. Donc, elle fait ceci. Donc, elle augmente le taux d'intérêt, elle baisse les dépenses et elle augmente les recettes à travers la fiscalité. Maintenant, c'est des questions? Monsieur, monsieur, pour la politique d'austérité, c'est la politique de rigueur, c'est pour stopper les jours de crise et tout, par rapport à... Pour stopper, quoi? Pour stopper, par exemple, la crise de Covid, quand l'État, Mhm. par exemple, a appelé, genre pour les employés et les salariés, ont réduit leur travail et tout, au lieu de Oui, relancer. voilà. Pourquoi? Parce que déjà, les circonstances qui connaissent le pays, ils n'encouragent pas la production. Par exemple, la crise sanitaire, les personnes ont été obligées de rester chez eux. Ça veut dire il n'y avait pas il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas même de restaurants, etc. Donc, il y avait un confinement. Donc, c'est pour cela que l'austérité, il y a un problème au niveau du volume des produits et services en circulation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle fait comme un calibrage. Ça veut dire elle essaie d'adapter, d'accord, l'économie à la situation. Par exemple, parce que la crise sanitaire, ما غاديش نبقاو نشجعوا الناس puisque الناس جلسناهم, etc. ما غاديش نبقاو نشجعوا la surproduction, etc. Mais on a besoin de ressources. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé, par exemple, les, on a baissé les dépenses, ça veut dire l'État a décidé de recruter moins, d'accord? Donc, de recruter un nombre euh, moins que, donc, il a décidé de supprimer, supprimer les postes qu'elle a prévu de créer donc, auparavant. Et en même temps, elle a imposé des cotisations. Donc, comme vous le savez, il y avait des, des retenues sur salaire pour aider, par exemple, les autres classes démunies à dépasser ou à survivre à cette situation de crise. Donc, c'est pour cela qu'il y a qu'on l'appelle une politique d'austérité. Donc, euh, c'est comme si on dit que c'est une situation de recul. D'accord? Donc, on ne cherche pas à développer l'économie, mais on cherche à adapter cette économie aux conditions, aux circonstances actuelles. D'accord? D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Excellent. Donc, si vous avez des questions, donc essayez de... Voilà. Monsieur, est-ce qu'une État peut effectuer les deux politiques en même temps? Là, parce que ce sont des politiques tout à fait contradictoires. Ça veut dire ici, Différent. voilà. Donc, normalement, ولكن أستاذ حيت oui, oui, oui. شفت أستاذ البرازيل دارت نفس الحاجة Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, dis-moi. ولكن صايبة شي حوايج مسيو طلعت لي زامبو على خفضت لي زامبو زادت الضرايب ومع ذلك عطات الدعم فاش كانت Très عندها bien. أزمة اقتصادية في وقت في التسعينات Oui, oui, mais vous avez... بحال bon, جمعاتهم regardez. دارت نفس Mhm. Vous avez raison. Alors, regardez, normalement, parce qu'on a droit à une politique de relance, une politique d'austérité, c'est l'ensemble des mesures. D'accord? Ça veut dire c'est l'orientation de l'État. Mais si Nardo, par exemple, une seule
une seule action, par exemple, qui m'a dit, par exemple, pour le pays que vous venez d'évoquer, par exemple, il y a une action, une action, elle a adopté les deux politiques, d'accord? Alors, lorsqu'on parle d'une politique, c'est l'ensemble, ça veut dire, c'est comme si, un exemple banal, c'est comme si, par exemple, une voiture, normalement, par exemple, de Casablanca vers Rabat, d'accord? Cela n'empêche أن par exemple وقفتي في محمدية ولا مثلا درتي demi tour pour aller boire un café مثلا dans une station de service راك درتي واحد marche arrière مثلا ولا درتي un demi tour يعني مشيتي في le sens inverse ولكن cela ne veut pas dire que راك راجع Casa, mais juste, vous avez marqué un arrêt, vous avez fait un petit demi-tour pour prendre un café, mais l'objectif principal, c'est aller vers Rabat. Donc, c'est comme les politiques économiques. Au niveau des politiques économiques, quelle est la tendance générale du pays? Est-ce qu'elle veut développer l'économie? Ça veut dire, l'intérêt ديالها, elle veut augmenter par exemple le revenu des consommateurs, elle veut augmenter les investissements. Là, on parle de politique de relance. Politique d'austérité, ça veut dire on est la situation donnée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens, d'accord? Les conditions ne permettent pas, d'accord, de se lancer dans une politique de relance et on a besoin d'argent et on n'a pas de production. Donc, regardez, c'est pour comprendre ceci, et on peut même prendre l'exemple d'une maison, d'accord, d'une maison. Alors, normalement, parce qu'il y a le revenu, qu'il y a le contrôle, etc., on va consommer plus, il y aura des loisirs, etc., etc., etc. Alors, une fois que cette famille-là une petite crise ou elle se trouve dans une situation où on doit déjà, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diminuer notre consommation, acheter, acheter des quantités, par exemple, de biens et de services inférieures aux quantités qu'on achetait donc, auparavant. Donc, c'est pour cela qu'on parle de la tendance générale. Mais si on là, par exemple, CSF, ça veut dire action par action, on groupe elle mène les deux politiques. Vous avez compris l'idée? Monsieur, merci. D'accord? Très bien. Donc, jusqu'à l'instant, on a traité deux agents économiques. On a parlé de deux agents économiques, donc le secteur public et les entreprises. Nous allons voir rapidement donc les ménages. Donc pour les ménages, parce qu'il y aura les ménages, il y aura les institutions financières, d'accord? Il y aura le reste du monde. Ça veut dire il y aura même l'étranger, donc le reste du monde. Donc, par rapport au ménage, donc on parle maintenant de ménage. Donc, le ménage, on parle d'un groupe de personnes, ça veut dire d'un groupement. C'est comme une famille, par exemple. Son père, sa mère, ses frères et sœurs, d'accord? Le même, regardez, un petit groupe de personnes qui partagent le même logement. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le même logement? C'est qui mettent en commun une partie ou une totalité, ou la totalité de leurs revenus et de leur patrimoine. Ça veut dire ici, par exemple, le père d'Am, la mère d'Am, mais ils contribuent, par exemple, aux dépenses de la famille. Regardez, qui mettent en commun une partie ou la totalité de leurs revenus et de leur patrimoine, regardez, et qui consomment collectivement. Ça veut dire quand on les légumes ensemble, quand on les légumes les biens et les services, les gens la famille, etc. Donc c'est pour cela ici qu'on parle de qui consomment collectivement certains types de biens et de services. D'accord? C'est ça la définition du ménage. Mais si le ménage ou ménage ou une unité de consommation. D'accord? Alors ici, lorsqu'on parle de ménage, on parle d'une unité de consommation. Qui me fait les entreprises, on a parlé d'une unité de production. Ça veut dire un ensemble de facteurs pour produire des biens et des services pour réaliser un bénéfice. Mais ici, lorsqu'on parle d'un ménage, on ne parle pas d'une seule personne. Ça peut être une seule personne. Ça veut dire si quelqu'un vit tout seul,
consomme tout seul, le revenu d'elle ou tout seul, là, on parle d'un ménage composé d'une seule personne. D'accord? Mais la définition générale des ménages, c'est l'ensemble de personnes qui partagent le même logement, d'accord? Et qui affectent le revenu pour afin de satisfaire les besoins d'Yelhom en commun et qui consomment collectivement. D'accord? Alors, principalement les produits alimentaires, etc. Alors, je nous les ménages. Donc, quel est le rôle des ménages au niveau de l'économie? Tout d'abord, c'est travailler. Donc, les ménages, donc, ils fournissent le travail. Et le capital, ça veut dire on peut... Et regardez, donc tout d'abord, dar moyenne, père, la mère, le grand frère, etc. Ça veut dire il fournit la force du travail. Et il peut, d'accord, et il peut fournir le capital. Ça veut dire il peut investir. Ça veut dire le ménage, par exemple, une entreprise, d'accord? Donc, il peut fournir la force du travail et le capital aux autres agents. Ça veut dire soit, alors regardez, un ménage, soit au service au profit d'une entreprise, pour une entreprise, il y a une salarié d'une entreprise, soit je vais participer dans le capital de cette entreprise pour être associé de cette entreprise. Et le ménage, il peut soit être un travailleur, soit être un associé, d'accord? Soit fournir le travail, soit fournir le capital. C'est pour cela qu'on vous parle ici de fournir les facteurs de production. Et bien sûr, regardez ici le rôle le plus important, c'est la consommation et l'épargne. Ça veut dire ici, le rôle de la consommation. Alors, quel est le rôle, si je vous pose la question, quel est le rôle des ménages au niveau de l'économie? Donc, c'est le travail, fournir les facteurs de production, mais gérer le travail, fournir les facteurs de production et consommer. D'accord? Ça veut dire au niveau d'une économie, la fonction principale d'un ménage, c'est la consommation. Bien sûr, ce qui reste de son revenu sera affecté à l'épargne. Alors, cette épargne-là, d'accord, peut être affectée par la suite à l'investissement. Ça veut dire qu'on peut utiliser notre épargne pour participer dans le capital d'une entreprise. Alors ici, ils s'occupent de la production ou là de la répartition, d'accord? Parce que, regardez, le ménage ne produit pas. S'il participe, regardez l'exemple d'un ménage associé. يعني مثلا مشيتي لقيتي في واحد الدار وخرج لك par exemple le chef de la famille جا قال لك بانني انا راني عندي شركه. D'accord? Ça veut dire je suis entrepreneur. D'accord? Alors هو فين غادي تكلاسي؟ Alors là il faut faire attention. ملي انت دقيتي عليه في دارو راه tu as cherché à rencontrer le ménage. Pourquoi? Parce que j'affecte mon revenu, donc j'offre le capital, d'accord, une entreprise, c'est l'entreprise qui assure la production. Je suis juste fournisseur de facteurs de production. J'appartiens au ménage. D'accord? Je suis une entreprise. Je suis chef d'entreprise. On va classer à quel type d'agent économique cette personne appartient-elle? Puisque l'entreprise ou l'entreprise elle produit, c'est une entreprise. Non, lui, c'est juste un associé, d'accord? C'est juste un apporteur de capital. Qui m'a apporter le travail, ça veut dire quelqu'un qui va aller travailler, c'est un apporteur de travail. L'associé, il apporte le capital. Il faut faire la différence entre un associé en tant que ménage qui affecte son capital au travail, à l'entreprise, et l'entreprise qui fait la production des biens et des services. C'est clair? Fahmna, s'il vous plaît, c'est clair? Oui, monsieur. Excellent. Très bien. Donc, les ménages. Oui. Monsieur, pour les ménages, c'est valable même pour les orphelins, parce qu'ils partagent le même toit, et même, genre, parfois la même nourriture et tout. Donc, ils sont sous le même toit.
Voilà, bien sûr, oui, 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 qui consomment collectivement, etc. Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Regardez, au niveau de voilà, au niveau de ces éléments-là. Donc, regardez, un ménage, il peut être constitué d'une seule personne, d'accord? Même s'il n'y a pas de lien familial, voilà votre remarque, mademoiselle. Même s'il n'y a pas de lien familial, ماشي بالضرورة تكون une famille, d'accord? يعني غير ناس مجموعين et ils consomment de la même façon, ils consomment collectivement, et ils affectent leurs revenus pour le même objectif. Ou entre le nombre d'un même ménage, regardez, les personnes vivant ensemble pour une longue durée dans une institution, يعني يقدر يكون un hôpital, يقدر يكون prison, يقدر يكون une maison de retraite. يعني مثلا في الدول ولا مثلا في الدور ديال العجزه باغ اكزومبل الدول هذا les casernes, les maisons de bienfaisance constituent un seul ménage. C'est en termes de consommation. Donc c'est pour cela qu'on fait une différence entre un ménage et un autre, c'est par rapport à l'unité de consommation. Donc l'entreprise, l'entreprise c'est une unité de production. Le ménage, c'est une unité de consommation. يعني إلا كنت أنا مع واحد la communauté, on consomme collectivement. يعني كناكلو collectivement, كنعسو collectivement. Alors là, on parle de ménage, d'accord? Unité de consommation, d'accord? C'est bon, mademoiselle? C'est de ça que vous parliez. Oui, monsieur. Voilà, très bien. يعني باش نفرقوا ما بين un ménage et un autre, c'est tout simplement l'unité de voilà le mode de consommation collectif. Donc les domestiques, regardez, domestiques, les femmes de ménage par exemple, et les autres employés de maison rémunérés et qui vivent dans les mêmes locaux, d'accord? Par exemple les bonnes, les domestiques, d'accord? Les cesse par exemple, le jardinier, que leur employeur. Regardez, dans les mêmes locaux que leur employeur, donc même si naissent, par exemple, qui jardinier, gardien, ne font pas partie du ménage de leur employeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne consomment pas en commun. C'est ما نهضروش على les exceptions bien sûr. C'est le propriétaire, c'est l'employeur مثلا مولدار, il affecte un revenu, يعني كيعطي un salaire avec le jardinier ou avec le gardien ou avec la femme de ménage, mais la femme de ménage, elle procède à sa propre consommation. ولا مثلا داك الجارديني راه عنده دارو عنده وليداتو وداك الشيء, il consommait de son salaire, de son salaire. Ça veut dire que il n'appartient pas au même ménage. Regardez, même s'ils sont logés et nourris, d'accord? Ce qui constitue pour eux une rémunération en nature. Ça veut dire ici, c'est une très bonne, c'est un très bon, voilà, un très bon passage. Regardez ici pour faire la différence, parce que normalement, on fait ça, par exemple, parce qu'on dit le ratissage, parce qu'on la population d'un pays. Alors, c'est sur la base de les ménages, quel est le nombre de ménages, quel est le nombre de personnes, etc., le nombre de citoyens, etc. Alors, normalement, même si au niveau d'une maison, il y a un palais ou une villa, par exemple, une dar ou par exemple un gardien, une femme de ménage, même si عايشين هما وولادهم, etc. هذيك الدار, on va considérer que هذاك اللوجمون c'est juste un avantage en nature. Sauf la comptabilité, maintenant, le traitement des charges de personnel, il y a les avantages en numéraire, il y a les avantages en nature. Il y a les avantages en flous, ça veut dire voiture, dar, etc. D'accord? Mais ici, regardez la question que je vais vous poser. Par exemple, le jardinier, le gardien, la femme de ménage, le ménage, pourquoi? Parce que il ne quoi? شنو قلنا le critère pour faire la différence entre un ménage et un autre? شنو هو le critère? يلا هضرت عليه دابا. La consommation collective. Oui. Voilà. يعني كل واحد, يعني مثلا داك لو جاردينيي كياخذ لو سالير ديالو et il consomme tranquillement. D'accord? Qu'il consomme بوحدو هو ووليداتو, etc. Très bien. Voilà. D'accord. Monsieur, Très bien. Oui, oui, mademoiselle. monsieur, mais par exemple, s'il y a déjà une bonne qui vit avec la famille,
Elle vit, elle consomme tout avec eux. C'est consommé comme un ménage. لا راه قال لك واخا دابا نورمالمون السكن شوفي regardez c'est ça le c'est une bonne question qui va nous permettre de cadrer un peu ce point là. Alors regardez même si هذيك السيده ساكنه معاهم d'accord mais elle touche un salaire d'accord alors هذاك le salaire ça veut dire elle ne contribue pas à l'économie du ménage ça veut dire à l'économie de la famille d'accord حنا شنو الشروط pour définir un ménage ça veut dire ماشي غير ساكنين في le même logement ça veut dire pas seulement ils partagent le même logement ils partagent le même logement regardez كانوا عندنا trois critères ils partagent le même logement ils affectent la majorité ou la totalité de leurs revenus d'accord pour financer les besoins de la famille et ils consomment collectivement. ما نقدروش ici ناخذوا deux critères. خصنا ناخذهم les trois, d'accord? Donc c'est pour cela que même هذيك لابون راه هذيك لابون elle touche l'argent خصنا étudier ليها هي le mode de consommation ديالها بوحدها, d'accord? حيت ماشي بقات غير في الماكله etc. هي elle prend ses propres décisions elle prend ses propres décisions de consommation d'accord هي ماشي بنتهم غادي تشري غيشريو ليها الحوايج ولا غادي ميم سي يشريو لها الحوايج كنهضروا ميم سي يشريو لها الحوايج هذوك لي الحوايج اللي غيشريو ليها والماكله اللي غيعطيوها ماشي غادي تسمى كونسوماسيون فهمتي غادي تسمى rémunération d'accord en nature c'est pas une consommation. Est-ce que c'est clair فهمتي يا mademoiselle ou non? Oui, monsieur. Voilà, ça veut dire il faut, mais si le même logement, etc., ça veut dire ici, c'est le monde. علاش حنا كنديروا هادشي كامل pour étudier le comportement de chaque agent économique, le comportement de production s'il est producteur et le comportement de consommateur, de consommation s'il est consommateur, d'accord? Alors ici, pour la femme de ménage, si elle touche un salaire, même si elle mange avec eux, il est logé avec eux, donc ça va entrer dans le cadre d'une rémunération en nature. D'accord? Donc, on va s'arrêter sur ce point. D'accord? Donc, normalement, Lyon, je finis voilà, le secteur public et les ménages. Donc, les secteurs, le secteur des sociétés financières, d'accord? Donc, tout ce qui est établissement, banque, établissement de crédit, assurance, etc. Ou le reste du monde, donc par rapport à ce point-là sur les agents économiques. Et bien sûr, par la suite, il a Kalina, parce que normalement, on a la possibilité de faire d'avoir un cours sur la macroéconomie au deuxième semestre. On aura la possibilité soit d'intégrer cette partie le macro, parce qu'elle peut entrer au niveau des objectifs à atteindre au niveau du module macroéconomie, soit il nous restera un peu de temps par rapport à la semaine après les vacances, et on va traiter les opérations économiques, et on va voir le TD ensemble, etc. En fonction du temps qui nous serait disponible, Inch'Allah. Vous avez des questions? Une question à propos du dernier C'est bon? cours. Monsieur, Oui.